Je vous présente brièvement avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque vous n'êtes pas un ultra-trailer professionnel. Avant tout, vous êtes un entrepreneur passionné par l'innovation et la création, auteur déjà de plusieurs ouvrages sur l'innovation et le digital, et même d'un rapport ministériel intitulé La formation de l'esprit d'entrepreneur. Et à côté donc de cette vie professionnelle, vous êtes un ultra-trailer, c'est-à-dire pour résumer l'ultra-trail, c'est de la course à pied en milieu naturel, souvent en montagne avec du dénivelé et de la longue distance. Et donc dans votre livre qu'on voit apparaître à l'image, intitulé Kilomètre 360 aux éditions Paulsen, vous racontez votre aventure à la Swiss Peak 360, l'une des épreuves d'ultra-trail les plus difficiles au monde dans les Alpes suisses. Alors déjà, pour commencer, pourquoi avez-vous voulu partager votre expérience à travers un livre? Ouais, initialement, en fait, je voulais la partager avec ma famille et mes amis, et j'avais pas vraiment réalisé que certains allaient lire le livre. Voilà, c'est fait. Et donc, l'une des questions centrales de votre récit, c'est que se passe-t-il dans la tête d'un homme qui court depuis 6 jours, 360 km, 26 000 mètres de dénivelé positif à travers les Alpes suisses? Donc, que se passe-t-il? Bah, au début, il se passe plein de trucs, et puis au bout d'un moment, ça commence à être un peu le bazar dans la tête. Il y a plein de bizarreries qui s'opèrent sur le corps et sur l'esprit. Il y a des bizarreries au niveau de la mémoire, parce que quand on fait des courses si longues et qu'on ne dort pas, ou qu'on dort très très peu, moins de 2 heures par nuit pendant 6 jours, eh bien, les souvenirs ne se fixent pas, ou se fixent très mal. Il y a aussi les capacités cognitives qui s'effondrent, et tout devient extrêmement compliqué, que ce soit remplir ses gourdes, réorganiser son sac, tout ça devient extrêmement compliqué. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit, en tout cas d'un point de vue cognitif. À vous parler du sommeil, effectivement, vous avez dormi moins de 2 heures par jour sur la totalité de la course, qui a duré 6 jours pour vous, en tout cas. Quel impact ça a? Est-ce que vous avez été surpris le fait d'avoir résisté à cette privation de sommeil? En fait, je suis venu au trail assez récemment, et je ne pensais pas, encore il y a quelques années, que c'était possible de pouvoir passer quasiment une semaine sans dormir, ou en dormant moins de 2 heures par jour. Et en fait, si, c'est possible. Et on peut même faire encore moins. On apprend donc beaucoup sur soi, j'imagine, quand on est confronté à des épreuves aussi longues, puisque c'est difficile de s'entraîner, j'imagine, pour une course de 360 km dans les Alpes suisses en l'occurrence. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur la découverte de soi-même? Alors oui, c'est difficile de s'entraîner, Surtout surtout quand on n'est pas professionnel, je veux dire, puisqu'on... et qu'on est parisien. Il faut faire pas mal d'allers-retours sur les escaliers de la butte Montmartre pour faire un petit peu de dénivelé. Euh, Qu'est-ce qu'on découvre sur soi? Bah, je pense que dans le livre, au final, c'est certes un livre sur l'ultra trail, mais c'est un petit peu plus que ça. Je pense que c'est une allégorie de la vie, avec la montée, avec la descente, et avec la grande question centrale, pourquoi est-ce qu'on court au fond? Et pourquoi vous courez, vous, du coup? Alors, je conclus ce livre-là, mais je vais déflorer un petit peu la chute, mais ce qui me guide beaucoup de mes décisions, de mes actions, c'est l'exploration. J'adore l'exploration, que ce soit l'exploration au sens géographique, à travers la montagne, à travers la forêt, etc., mais aussi l'exploration intérieure. Donc c'est ça, c'est comme ça que je conclus ce livre. Euh, Mais du coup, vous dites justement dans ce livre, j'ai toujours su, là je vous cite, hein, j'ai toujours su que le voyage a été trop court. Paradoxalement, malgré l'épuisement, malgré la difficulté, vous auriez aimé que cette Swiss Peak 360 continue encore un peu. Bah, effectivement, quand c'est à plusieurs moments pendant un tel voyage, on en bave tellement qu'à plusieurs moments on se dit il faut arrêter, je vais arrêter, j'en ai marre, mais en fait on continue. Et puis quand on arrive au bout, bah, le voyage va s'arrêter, et on sait que ça va s'arrêter, donc ça provoque une certaine nostalgie. Pour la petite anecdote, j'ai reçu un SMS d'une autre traileuse qui l'avait faite l'année précédente. Il me restait une trentaine de kilomètres, un truc comme ça. Elle me dit profites-en bien, parce que tu vas bientôt réaliser que ce serait trop court. Et quand j'ai reçu ce message, ça m'a fait pleurer, parce que je savais qu'elle avait raison. Et effectivement, en arrivant, je me suis dit, oh zut, c'est déjà terminé. Mais comment on se prépare pour faire des courses comme celle-ci, surtout quand on est un Parisien comme vous, c'est-à-dire qu'on vit en ville, alors que ce genre d'épreuve se passe en montagne et qu'il faut, j'imagine, beaucoup, beaucoup d'entraînement? Il faut de l'entraînement, on se prépare. Alors, il y a une autre question qui est associée à celle-ci qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce que tu fais pour être motivé? Et en fait, je pense que la motivation est pas suffisante, parce que quand il fait un temps pourri à Paris, qu'il pleut, l'air est pollué, etc., on n'est pas motivé pour aller courir. En revanche, il faut de la discipline. Et moi, j'ai mis en place un certain nombre de routines, des rendez-vous avec moi-même, euh,
et, euh, et, et j'essaie de systématiquement aussi combiner la discipline avec des choses qui vont être rigolotes, par exemple, dessiner une carte de France au GPS en Mmh. courant dans Paris. D'accord, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui maintenant sur les réseaux sociaux grâce à toutes Et ces ben, c'est quelque applications. chose que je connaissais pas en Ouais. fait. J'ai fait ça pour la première fois, puis après je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un courant de personnes, d'artistes Mmh. qui dessinent avec leurs pieds, On au voyait sens sur, propre du terme. on voyait sur les images d'illustration des trailers courir la nuit aussi. Est-ce que c'est particulier de courir la nuit quand on n'a plus aucun repère visuel en montagne, notamment? Oui, parce qu'effectivement, sur ce genre d'exercice, on court tout le temps et les pauses ne sont pas nécessairement la journée. Donc oui, courir la nuit, c'est un petit peu différent que courir la journée. Euh, on est à la frontale, on perd les repères visuels et ça peut accentuer certaines choses, par exemple une distorsion complète du temps, euh, où il peut se passer plusieurs heures comme ça, où le corps continue d'avancer mécaniquement, de manière autonome, et pendant ce temps, l'esprit se met littéralement en sommeil, on dort, et au bout de quelques heures, l'esprit se réveille de nouveau et on prend conscience qu'il s'est passé plusieurs heures. Donc des fois, il y a une distorsion entre l'esprit et le corps. Complètement. Euh, En temps normal, notre corps et notre esprit font qu'un, et en état de très grande fatigue, le corps et l'esprit se séparent. On peut avoir Mm. l'esprit qui va pousser le corps dans ses retranchements, ou au contraire, le corps qui avance, comme je viens de le dire, de manière totalement autonome, ou alors le corps et l'esprit qui existent de manière simultanée, l'esprit qui observe le corps de manière tout à fait ébahie, stupéfaite par ce que le corps est en train d'accomplir. Donc d'une certaine manière, c'est un petit peu une façon d'expérimenter le dualisme cartésien en vrai. Et pour plus de détails, merci Albert Mège. Tout est dans ce livre, Kilomètre 360, aux éditions Paulsen. Merci à vous. Merci à vous.